Bonsoir à tous. Ce soir, dans Info Politique en direct sur Télé Créole, nous parlons artisanat, apprentissage, reprise d'entreprise et création d'emplois. Et pour en parler, Bernard Picardo, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Patricia Robert, conseillère régionale déléguée à l'artisanat, Franck Legros, vice-président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment, et Jean-Claude Sinclair, avocat et bâtonnier au barreau de Saint-Denis. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer juste par mettre le cadre pour dire que Monsieur Sinclair ne sera pas vraiment dans le débat au début, puisque nous allons parler apprentissage. Monsieur Sinclair est là pour montrer aussi que la Chambre des métiers met les avocats gratuitement au service des artisans, et nous en parlerons surtout dans la dernière partie de l'émission, pendant un quart d'heure. Les artisans qui souhaitent lui poser des questions en direct pourront donc appeler au 0262 566 566. Alors nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet de l'artisanat. Messieurs et madame, la première chose de l'artisanat, la première étape, c'est bien sûr l'apprentissage. Bernard Picardo, président de la Chambre des métiers. Oui, tout d'abord, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Effectivement, l'artisanat, aujourd'hui, quelques chiffres peut-être concernant notre secteur. Plus de 15 000 entreprises à l'île de la Réunion, plus de 40 000 emplois, un chiffre d'affaires d'1,6 milliard d'euros, 17% des actifs de la Réunion, c'est-à-dire que quasiment une personne sur 5 qui travaille à l'île de la Réunion travaille dans le secteur de l'artisanat. Il est vrai que beaucoup de nos chefs d'entreprise aujourd'hui sont passés par l'apprentissage, puisque un chef d'entreprise sur deux est passé par l'apprentissage. Et donc, c'est vrai que pour nous, l'apprentissage est un sujet très important. Mais on voit que c'est pas seulement aujourd'hui pour la Chambre de métiers, puisque même les pouvoirs publics, la région, le gouvernement, tout le monde aujourd'hui plébiscite l'apprentissage, parce qu'on voit que c'est vraiment une voie intéressante pour nos jeunes. Franck Legros, vous êtes président, donc vice-président de la CAPEB, donc la confédération que je me retrouve avant de dire des bêtises, donc la confédération des petites entreprises du bâtiment. Là, pour vous, l'apprentissage, dans ce qui est le développement même des petites entreprises, c'est essentiel? Je dirais oui que c'est essentiel, parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que chefs d'entreprise, je pense que nous, on est les formateurs de ces jeunes-là, parce qu'on a besoin de ces jeunes-là, on a besoin de les former. Déjà, quand ils quittent l'école, ils ne savent plus où partir. Donc, ils viennent vers les chefs d'entreprise pour pouvoir trouver un métier, se former. Moi, je dis que c'est essentiel. À la CAPEB, on a mis en place justement avec la Chambre des métiers la possibilité à ces jeunes d'aller vers le centre de CFA et de voir quels sont les métiers qui existent pour pouvoir revenir vers le chef d'entreprise, parce que je dis souvent, on ne vient pas faire de l'apprentissage par défaut. Il faut que ça soit avec amour aussi en même temps, parce que le chef d'entreprise, il va perdre du temps, l'apprenti va perdre du temps, parce que ce n'est pas son métier. Nous, chefs d'entreprise, on est là pour former, et puis dans la continuité, ces jeunes-là vont aller beaucoup plus loin. Nous, c'est ce qu'on souhaite, nous, en tant que chef d'entreprise. On en reparlera dans un instant. C'est Robert, vous êtes conseillère régionale, entre autres donc délégué à l'artisanat. Aujourd'hui, le partenaire privilégié de l'apprentissage, c'est votre collectivité régionale? Oui, enfin, on travaille très bien, bien sûr, avec la Chambre des métiers qui forme cette jeunesse. Comme l'a dit Franck Legros, nous avons des jeunes qui sont désœuvrés, en souffrance, qui n'ont pas beaucoup de repères ou très peu de repères pour la plupart, et qui ont des difficultés déjà à établir un projet professionnel. Le problème de la formation, enfin de la formation initiale aujourd'hui, c'est justement on parque des jeunes dans des voies de garage parce que ils ont demandé par exemple une filière, et comme la filière est saturée, donc on les met sur d'autres secteurs, ce qui forme des jeunes qui arrivent à la fin de leur parcours de formation initiale, je parle bien au collège, enfin lycée essentiellement, et qui ne savent plus quoi faire. Se retrouvent perdus. Moi, je dis l'apprentissage, c'est une des meilleures voies de formation, parce que on apprend, si le jeune a un projet bien établi, avec des objectifs, des scénarios bien préparés, on arrive à former des jeunes qui soient compétents grâce
bien sûr, aux entreprises qui apportent leur savoir-faire, perdent du temps, hein, parce que former un jeune, c'est une perte de temps, et ils ne sont pas formés pour ça. Et quand aujourd'hui on voit au niveau gouvernement, on supprime ces aides qui permet aux entreprises de prendre un apprenti, c'est dommage, mais la région travaille dans ce sens, dans la mesure où on a mis des projets ambitieux, hein, pour les jeunes, pour l'apprentissage, entre autres, l'objectif d'atteindre 8000 apprentis, et on espère pouvoir arriver d'ici 2 ans. Qui tire plus d'avantages de l'apprentissage, l'apprenti ou l'entreprise? Nous avons posé la question à un apprenti et à son tuteur, chef d'entreprise. Nous écoutons Pierre Bobin et le chef d'entreprise Jonathan Ramdas, 2 éléments apparemment qui marchent bien dans une entreprise de plomberie à Saint-Denis. En fait, mon parcours, j'ai passé un bac il y a quelques années. Et dans la branche où j'étais, il n'y avait pas forcément de travail, il n'y avait pas forcément ce que je voulais. Alors j'ai décidé de chercher un travail un peu plus manuel. Et je me suis posé les questions de savoir quel travail je pourrais partir dans n'importe quel pays et avoir un travail, pas tout de suite, mais avoir des possibilités de trouver un travail assez rapidement. Et je me suis dirigé sur la plomberie. J'ai fait la rencontre avec monsieur Jonathan Ramdas et depuis ça fait 3 mois que je suis dans son entreprise et ça se passe plutôt bien. Mon travail me plaît, tout ce que je fais me plaît et au CFA c'est plutôt bien. Avec les études c'était surtout quelque chose de théorique, on nous disait étudier pour savoir ce que vous allez faire plus tard, alors que là on apprend vraiment la pratique et on sait où on se dirige en fait. L'avantage que j'ai moi, c'est que j'ai été apprenti, du coup je sais comment il faut faire pour former les apprentis. C'est pas évident parce que c'est pas rose tous les jours avec les apprentis et il faut beaucoup de patience pour pouvoir arriver au bout, à la fin. Et il y a une grosse partie de formation que moi je fournis vraiment, que moi j'ai eu quand j'étais apprenti. Ça n'a pas été évident pour moi quand moi j'étais apprenti, mais aujourd'hui je transmets que moi comment on m'a formé, du coup je transmets ça aujourd'hui. Alors là mon apprentissage je vais essayer de le passer en 1 an pour pouvoir en fait après passer un BP et le plus rapidement possible ouvrir ma boîte derrière. Vous serez concurrent ou vous serez partenaire? Non, je pense qu'on sera plus partenaire que concurrent. Apparemment, voilà un attelage qui marche bien, l'apprenti, le chef d'entreprise. C'est une image idyllique pour vous, c'est comme ça tous les jours, Président? Oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a aussi des problèmes, mais je crois que on peut considérer qu'une grande majorité des maîtres d'apprentissage et de leurs jeunes, ça se passe très bien. Et là, on a un exemple dans le secteur de la plomberie, mais c'est vrai que l'apprentissage aujourd'hui, c'est quasiment dans tous les métiers de l'artisanat. Hein. Donc, et ça, je pense que c'est un bon modèle. Donc le gros. Écoutez, comme j'entends justement ce jeune chef d'entreprise, l'ACAPEB et le CFA, nous avons mis en place avec la Chambre des métiers pour pouvoir former le chef d'entreprise sur un module qui existe à la Chambre des métiers pour que le chef d'entreprise puisse bien comprendre ce que c'est un apprenti, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec un apprenti. Il est là pour apprendre, il est là pour être formé. Donc ce module existe, ça se fait sur une journée, et croyez-moi que nous on a fait dans le secteur de la métallerie, au moment où on avait terminé justement ce module, la plupart des chefs d'entreprise qui étaient là ont même doublé le nombre d'apprentis dans leur entreprise. Moi je dis, il y a aussi justement le respect de l'apprenti, parce que c'est quand même un ouvrier, il ne faut pas oublier, quand on fait un contrat, c'est un ouvrier, ce n'est pas un stagiaire. Donc du moment qu'il y a le respect entre le patron et l'employé, moi je dis ça fonctionne bien. Chez moi, ça fait 32 ans que j'ai mon entreprise, j'ai formé plus de 90 apprentis, je n'ai jamais eu aucun problème. Donc je veux dire que du moment que ça se passe bien avec l'apprenti, on le forme bien, je pense qu'il est satisfait, et c'est lui qui va en parler justement ailleurs. Alors, l'apprentissage, c'est la première étape, je disais donc la première étape. Ensuite, c'est de créer ou de reprendre une entreprise. La transmission d'entreprise, ce sera le fil rouge de cette émission. Comment reprendre une entreprise qui existe déjà? C'est une question que nous allons étudier
pour tout le reste de l'émission. Et Maître Jean-Claude Sinclair, la transmission, le président va juste dire que le 19 novembre et le 25, vous avez 2 journées sur la transmission d'entreprise. Ça se passera où? Va se passer où? On aura sur le site de Saint-Denis, hein, donc où Jean Cocteau, et à Saint-Pierre sur le CPOI. Peut-être juste 2 mots en disant que la transmission d'entreprise est vraiment important pour nous, puisque vous savez que un chef d'entreprise qui a travaillé pendant toute sa vie, 30 ans, 40 ans, lorsqu'il arrive en fin de carrière, lorsqu'il va partir, il est important qu'on puisse le préparer à partir et qu'il ne mette pas la clé sous la porte et qu'on perd autant d'années de savoir-faire, de compétences. Donc pour nous, l'important, c'est de travailler sur cette transmission. Et il est vrai qu'aujourd'hui, avec nos partenaires, particulièrement les avocats, nous faisons ces journées en mettant en lien des chefs d'entreprise et aussi des repreneurs. Le 19 novembre et le 25 novembre, il y a donc des avocats qui vont recevoir des artisans. Alors, nous sommes associés avec la Chambre des métiers à une diffusion d'informations, à aider les petites entreprises, puisque là nous sommes à la Chambre des métiers. Nous faisons la même chose d'ailleurs au niveau de la Chambre de commerce. Les avocats participent bénévolement et tout le monde a à s'en féliciter pour le moment. Et particulièrement donc pour la transmission d'entreprise, il y aura mercredi 19 novembre à la Chambre des métiers une avocate que j'ai désignée et qui interviendra parce que c'est un problème qui est assez technique et qui regroupe plusieurs notions et qu'on ne peut pas traiter comme ça, je dirais, rapidement. Et c'est peut-être parce que c'est traité rapidement certaines fois que ça se finit mal. Donc voilà. Alors, nous allons, à travers 3 expériences, 3 récits, voir plus ou moins qu'est-ce que les repreneurs d'entreprises rencontrent comme difficulté. Nous allons dans le sud, nous allons nous arrêter à la rivière Saint-Louis, à Saint-Pierre et à Saint-Joseph. La première halte, ça sera donc à Saint-Joseph. Nous allons à la rencontre d'une pâtissière, Marie-Sophie Fritsch, qui va nous raconter comment s'est passée cette reprise. Prenez le temps de regarder les premières secondes, c'est toujours bon à déguster. Comme nous sommes des métropolitains, nous sommes d'abord venus visiter la pâtisserie dans un premier temps, parce que ma belle-mère est tombée dans une annonce dans un journal. Comme on cherchait une pâtisserie à vendre, on est venu visiter. La pâtisserie nous a plu, donc 3 mois après on a déménagé. Et puis, on a eu quelques petites difficultés pour que le prêt soit débloqué au moment où on avait prévu la vente avec le propriétaire de la pâtisserie. Du coup, après ce petit flottement, on a repris les rênes tout de suite après, pas de fermeture ni rien. Et puis voilà, quoi. Pour le côté administratif, plus on prend de temps, mieux c'est. Avec les formalités à la Chambre des métiers, aux impôts, surtout prendre les conseils auprès d'un bon expert comptable et pas l'expert comptable de l'ancien propriétaire. Et puis après, il faut se lancer et ça vient au fur et à mesure. En fait, maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'on a été bien renseigné, mais par des gens qui savent de quoi ils parlent. Et du coup, forcément, quand on sait de quoi on parle, on omet certains détails, on n'explique pas tout forcément comme des profanes, si je peux dire, aimeraient l'entendre ou pourraient le comprendre. Et nous, il nous a manqué des détails. Par exemple, on dit qu'on est exonéré de charges la première année ou les 2 premières années, je ne me souviens plus. Et nous, on a repris au mois de juillet, donc au mois de novembre, on a eu des impôts à payer auxquels on ne s'attendait pas du tout. Parce que simplement on ne nous l'a pas dit, personne ne nous l'a dit, et puis nous on pensait que les premiers 6 mois on n'aurait rien à payer, on a pu les payer mais bon, c'était un peu juste. C'est ce genre de choses, plus on en sait, mieux c'est. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui souhaiteraient reprendre une entreprise? Surtout de prendre le temps. De prendre le temps de se renseigner si c'est des artisans auprès de la Chambre des métiers ou ailleurs en fonction de la chambre consulaire. Et puis de s'entourer de professionnels compétents. Par exemple, nous, notre expert comptable est d'une aide précieuse. On le consulte pour chaque changement
où chaque risque qu'on prend, on le consulte, il nous conseille, et c'est quelqu'un qui travaille pour nous. Par rapport à d'autres conseillers qui pourraient être à leur compte ou autre, l'expert comptable travaille pour nous et il nous donne toujours des conseils en fonction de nos intérêts à nous. Et c'est primordial. Il faut s'entourer de personnes compétentes et disponibles. Quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées? Les clients. Les clients, parce que forcément, quand ça change, je ne sais pas si c'est créole ou pas, mais il y a certaines personnes qui sont parties du principe que comme ça changeait, il ne fallait plus venir. Donc on a perdu, sans mentir, hein, c'est à la louche, mais facile, 40% de la clientèle dès le début. Et bien après, comme en plus on faisait des choses différentes, non seulement des boulangers-pâtissiers de Saint-Joseph, mais de l'ancien propriétaire, il a fallu le temps que les gens se réadaptent, apprennent à nous connaître, et puis nous aussi qu'on s'adapte un peu à nos clients. On aurait eu tort de ne pas se faire ce petit plaisir. Donc, vous avez vu, ce qu'elle dit, c'est finalement, c'est de trouver les bonnes personnes. Mais lorsqu'on reprend une entreprise, qu'on ne connaît pas la comptabilité, qu'on ne connaît pas le droit, vers qui se tourner? Il y a différents partenaires. En tout cas, on se retourner vers la chambre de métier. C'est exactement la question que je viens de vous poser. Oui, effectivement. Nous avons l'expertise en interne pour pouvoir accompagner les entreprises. Et lorsqu'on n'a pas l'expertise en interne, on fait appel à nos partenaires tels que les avocats. Donc je crois qu'il faut vraiment que le chef d'entreprise ne vienne pas chez nous que pour s'inscrire au répertoire des métiers, mais continue à faire appel à nos services pour l'accompagnement. Et c'est vrai que c'est pas évident pour un chef d'entreprise aujourd'hui. On entend parler qu'il fallait tout de suite payer des impôts. Mais c'est vrai que on connaît, la personne qui s'installe connaît peut-être bien son métier techniquement. Là, on prend l'exemple de la pâtisserie, mais la gestion de l'entreprise est un fait aussi important. Voyez, et donc, on est obligé d'être accompagné. Le chef d'entreprise doit se faire accompagner. Dans vos adhérents, quand ils vous parlent de difficultés, de reprise d'entreprise, quelles sont les principales difficultés? Écoutez, aujourd'hui, on va dire que c'est pas facile, parce que pour trouver un repreneur, c'est pas évident. Moi, je pense qu'en tant qu'apprenti, il y en a qui ont pu créer leur entreprise directement, parce que la reprise pour un apprenti, prendre justement l'entreprise, je pense que la gestion n'est pas à négliger, et que si il n'est pas en interne avec l'administratif, je pense que ça va être un peu difficile. Mais cela se dit, si vraiment il a vraiment envie et avoir de la volonté, il peut aller plus loin parce qu'il a encore le temps. Et moi je dis aussi, il faut, le chef d'entreprise lui donne un coup de main et lui le forme et l'emmène jusqu'à cette reprise. Jean-Claude Sinclair, est-ce que les artisans viennent vous voir pour vous demander quels sont mes droits, quels sont mes devoirs en termes de réglementation? Alors, la démarche que nous avons avec la Chambre des métiers, et c'est ce que nous avions expliqué lors de la première réunion, c'est que c'est une démarche qui n'est pas spontanée au stade du conseil. Malheureusement, bien souvent, on reçoit les chefs d'entreprise quand les problèmes ont commencé et qui sont devenus la plupart du temps irrécupérables. Alors, on essaye de faire passer le message qu'il faut avoir des conseils. Alors, cette dame a encensé les experts comptables. J'ai entendu, tant mieux. Moi, je critique pas les experts comptables, nous travaillons ensemble, mais il existe aussi les avocats, il existe les notaires, chacun dans son domaine. Et c'est une habitude, on consulte bien le médecin pour s'entendre dire qu'on a un tout petit rien du tout, ça se fait spontanément. Mais ça devrait se faire spontanément aussi auprès des professionnels du droit. À votre avis, qu'est-ce qui explique qu'on a peur de venir vous voir? C'est le fait que les gens se disent que ça coûte cher? Alors, ça peut être une des raisons. Et puis, je dirais, dans l'imagerie populaire, aussitôt qu'on dit avocat, on pense tribunal, on pense contentieux. Et alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Le conseil, ça coûte moins cher qu'un procès. Il y a un adage que je vais pas reprendre, qui existe, que tout le monde connaît, mais
Il ne faut pas attendre. Il faut avoir cette démarche et c'est ce qu'on espère mettre en place avec la Chambre des métiers et faire passer ce message aux personnes. Venez voir les avocats, comme vous allez voir un expert comptable. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est gratuit. Là, on intervient à la Chambre des métiers gratuitement, ce qui est normal. Mais il faut s'attacher les services d'un avocat. Et après, c'est pas parce que vous téléphonez que c'est payant. Vous voyez, le service, ça fait partie... c'est un service, voilà, c'est tout. Donc, ça n'est pas payant. Vous avez votre avocat, comme vous avez votre médecin, votre notaire, je ne dis pas votre prêtre, parce qu'on souhaite longue vie à tous les adhérents de la Chambre des métiers, mais c'est une habitude, qui n'a pas encore, qui est peut-être en train de naître d'ailleurs, et qu'on essaye de susciter, mais c'est vrai que pour le moment, les rapports qu'on avait, nous, avec les artisans, c'était plutôt dans un cadre contentieux, y compris d'ailleurs avec les... Je reviens un petit peu en arrière, parce que vous ne m'avez pas posé la question, mais j'avais quelque chose à dire sur les apprentis. Malheureusement, c'est vrai que les apprentis, parfois, ont affaire à des employeurs qui ne sont pas tout à fait corrects et qui exploitent l'apprenti et qui finalement finit par les dégoûter. Donc ça, c'est bien ce que disait monsieur le responsable de la CAPEB. Il faut un suivi et à partir du suivi et d'une certaine surveillance, bon, on arrive à faire évoluer les choses. Bon, voilà, c'est ça. Mais c'est un problème de communication, je dirais. On sent bien qu'il y a un problème de communication parce qu'elle a dit, nous, il nous faut ce renseignement et ce renseignement. C'est vrai que quand on reçoit un client, on peut balayer les difficultés qu'il risque de rencontrer, mais il y a des cas qui sont plus précis et qui appartiennent à une affaire, et c'est vrai qu'il faut poser la question. Faut pas avoir peur. Voilà, poser une question, ça coûte rien. Quand on va voir un avocat parce qu'on est assigné et c'est pratiquement terminé, je dirais, la plupart du temps, ça coûte cher. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est un changement de mentalité. Voilà, on va voir le médecin. Alors c'est vrai qu'il y a la sécurité sociale. Je critique pas la sécurité sociale, mais en attendant, nous on n'a pas la sécurité sociale, mais c'est pas pour ça qu'on ne travaille pas bénévolement. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en ce moment. On va continuer avec des témoignages. Donc on va rester dans le sud cette fois-ci. On va aller du côté de Saint-Pierre. C'est deux dames qui ont repris la gestion d'un snack à quelqu'un qui a bien voulu leur vendre son commerce. Donc nous allons voir donc Sophie Guillaumard et Marie-Annick Durand-Terrasson nous parler de leur expérience. Les ingrédients sont prêts, toutes les découpes sont faites, on est tout bon. Alors on s'est décidé à reprendre cette entreprise. À la base, on avait fait un choix de changer de métier, changer de carrière. Donc on a décidé, on a visité beaucoup de locaux sur Saint-Pierre et par une personne de la Chambre des métiers, on a eu cette adresse. On est venu un petit peu au culot, on a rencontré le gérant et il y a eu un contact qui est très bien passé entre l'ancien gérant et nous-mêmes. Et à partir de là, le parcours était commencé. Il avait décidé que ce serait à nous qui vendrait ce local et nous on avait décidé que ce serait ce local qu'on achèterait. Alors les démarches, elles ont été longues parce qu'on a décidé de passer par un prêt, les prêts de l'État, les prêts à taux 0%. Alors c'est des prêts qui sont avantageux pour nous, mais les démarches sont très très longues. On a travaillé pendant de longs mois avec la Chambre des métiers pour monter le dossier, le business plan, qui nous ont aidés à faire tout ça. Ensuite, on a dû passer des commissions. On est passé devant des commissions pour défendre notre projet. N'étant pas du métier diplômé, n'étant pas sorti d'une école de cuisine, il a fallu vraiment défendre notre projet en expliquant vraiment qu'on pouvait faire quelque chose malgré qu'on n'était pas diplômé. Donc on a passé une commission à Saint-Denis, on a passé une commission à Saint-Pierre. Et ensuite, il a fallu monter un prêt en complément du prêt à taux zéro de l'État. Il a fallu monter un prêt bancaire. Et là aussi, il a fallu défendre notre projet. Oui, parce qu'en fait, on a opté pour les deux choix de prêt. On a travaillé avec Réunion Entreprendre qui font un prêt à taux zéro, un prêt d'honneur, ils appellent ça. Et le NACRE, c'est par la Chambre des métiers, le NACRE. Ouais. C'est aussi un prêt à 0%. Et les deux prêts réunis devaient faire la même somme que le prêt bancaire en fait. Et donc avec tout ça, on a monté notre bébé, comme on peut dire. Et tout ça mis bout à bout, on a finalement réussi à obtenir ce restaurant. Ça nous a pris toute la tournure, la globalité, ça nous a pris une année.
Quand on reprend une entreprise comme ça, je veux dire, quels sont les avantages et les inconvénients qu'on rencontre? Les avantages, je pourrais dire que les prêts de l'État à taux zéro, c'est bien, mais les inconvénients, c'est tout ce gros dossier qu'il faut monter, il ne faut pas lâcher, parce que plusieurs fois on s'est dit, si on n'était pas deux, s'il y a une seule personne qui monte un dossier, il peut très vite lâcher l'affaire, parce que c'est quand même contraignant pour beaucoup de choses. Point de vue moral, point de vue tout ce que vous devez faire, devez vous donner encore plus que... C'est vrai, on s'est vraiment donné, je dirais, 300% pour monter tout ce dossier. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faciliter justement, pour les gens qui aimeraient bien reprendre une entreprise, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour leur faciliter un petit peu la vie? Je pense qu'il faudrait... On a été super bien aidés, on n'a rien à dire là-dessus. À partir du moment où on a tapé à la bonne porte, on a tapé à beaucoup de portes avant d'arriver à la bonne. C'est vrai que quand vous arrivez avec un porteur de projet, quand vous arrivez avec un projet, vous tapez à beaucoup de portes. Pôle emploi, mission locale, à énormément de portes. Tous vous donnent le même discours, on peut vous aider, c'est super le projet, il y a plein de choses à faire. Et une fois que vous sortez du bureau, il n'y a aucun suivi, il n'y a plus de coup de fil, il n'y a plus rien. Jusqu'au jour où on a tapé à la bonne porte, à la Chambre des métiers, et là, on a eu un interlocuteur qui nous a plus lâchés jusqu'à l'ouverture du restaurant. Et c'est ça en fait qu'il faut, et c'est ça qui aiderait les gens. Avoir un interlocuteur, 2 ou 3, mais pas plus, qui soit là, qui soit présent. Le nôtre, Monsieur Léon Chong, à la Chambre des métiers, on a communiqué, on avait des questions à coup de téléphone, on avait une question à mail, on avait la réponse dans l'heure, dans la journée. Et ça nous a beaucoup aidé parce qu'il était là. Et il y a eu plein d'autres mondes qui font que ce projet il a abouti. Il n'y a plus qu'à démarrer, il n'y a plus qu'à lancer le feu. Ouais. Alors, on revient sur les mêmes éléments, les bonnes personnes, les bonnes questions, les bonnes réponses. Alors, l'expert comptable, l'avocat, comment le diriger directement, tout de suite, sans perdre de temps? Elle a mis 1 an pour acheter ce fonds de commerce. Comment faire en sorte que cette durée soit moindre, soit réduite, Président? Je pense que ce qui est important, c'est pas avant, c'est après. C'est durer dans le temps. Et je crois que ce parcours est quand même un parcours intéressant. C'est vrai qu'il faut préparer. Elle a parlé du NACRE, le nouvel accompagnement sur la création et reprise d'entreprise. Nous, on s'appuie beaucoup plus sur la partie reprise d'entreprise. Et c'est vrai que la Chambre des métiers, on intervient sur les 3 phases, sur l'accompagnement même du porteur de projet, définir avec lui, l'accompagner, l'aider à bien structurer son projet. Sur la 2e phase, qui est l'accompagnement sur la partie financière. Et la 3e phase, qui reste essentielle pour nous, c'est tout l'accompagnement et le suivi de l'entreprise après. Mais je pense que c'est aussi intéressant pour un chef d'entreprise, pour le porteur de projet et aujourd'hui chef d'entreprise, de voir que s'installer en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, c'est pas aussi facile que ça. Mais il vaut mieux que c'est difficile en amont pour s'installer, mais après, lorsque le chef d'entreprise est installé, on l'a vraiment aidé sur le parcours, on va continuer à l'aider, mais c'est une entreprise qui restera plus longtemps, je dirais, au répertoire des métiers. Je pense que ça, c'est important. Jean-Claude Sancler, en termes de droit, qu'est-ce qu'un repreneur d'entreprise doit savoir en termes de droit? Je dirais que la première question qu'il doit se poser, c'est la forme juridique de la société qu'il monte et pourquoi il choisit cette forme juridique. Parce que de la forme juridique qui sera décidée lors de la reprise ou de la création de la société ou de la structure plutôt, eh bien, il va s'en suivre des conséquences financières, comptables, juridiques qui suivront l'entreprise jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Et on se rend compte bien souvent que la forme juridique, et c'est là que le rôle de la Chambre des métiers est très important, la forme juridique qui est choisie au départ n'est pas forcément celle qui est le mieux adaptée aux personnes qui veulent donc se lancer dans l'aventure de l'entreprise, parce que ça reste quand même une aventure. Alors, si vous permettez, je m'écarte un peu de votre question, je reviens sur ce qui a été dit, et on en avait parlé lors de la première réunion qu'on avait eue à la Chambre des métiers, c'est les banques. Alors c'est vrai que vous avez parlé du NACRE, heureusement vous intervenez, mais c'est la frilosité du banquier. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, dans cette période de crise économique, les banquiers ne prêtent pas
ou très difficilement. C'est ça, je pense que c'est le problème que cette dame a rencontré. Elle a eu raison d'être tenace parce qu'elle a bien été aidée. Finalement, elle y est parvenue. Mais les banquiers ne suivent pas. Et oui. sans argent, vous Juste savez, sur ce c'est pas dispositif, facile. elle a fait 2 emprunts pour pouvoir avoir un équivalent à son emprunt bancaire. Ouais, S'il fallait l'exigence de la banque. Voilà. Franck Legros, en tant qu'artisan, aujourd'hui, à travers, je reviendrai après, c'est Robert, pour l'accompagnement, à travers votre expérience, aujourd'hui, dans le contexte dont vient parler Maître Sainte-Claire, qu'est-ce que le repreneur a besoin de soutien? Quel est le premier soutien qu'il faudrait? Écoutez, déjà, ces deux chefs d'entreprise l'ont dit, c'est d'aller bien se renseigner d'abord, parce qu'il y a quand même un grand chemin à faire. C'est un combat. Surtout aujourd'hui, dans le monde économique qu'on est, il ne faut pas dire que c'est la rose, il ne faut pas le dire, parce que c'est comme ça, c'est difficile. C'est sûr que, comme disait le bâtonnier, c'est les banques, parce que si on n'a pas les banques avec nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne pourra même pas ouvrir son entreprise. Donc, il y a du chemin à faire, il y a de l'aide, il y a des conseils, ça existe. Moi, je pense que la Chambre des métiers, c'est bien le lieu où ces jeunes-là seront renseignés. Et moi, je dis, si quelqu'un a vraiment envie, s'il aime ce métier, eh bien, moi, je dirais, fonce. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, il n'aura rien à perdre. Autant y aller. D'accord. Patricia Robert, vous étiez cette année, depuis l'année dernière d'ailleurs, au volant de la caravane de l'emploi. De l'entreprise. De l'entreprise. Qu'est-ce que les gens qui sont venus vous voir, qu'est-ce qu'ils avaient besoin comme information? Un peu de tout. C'était le but de la caravane, c'est de réunir sur un même plateau les différents partenaires de la création, de la reprise d'activité, voire même du développement de l'activité. Donc sur ce plateau qui se déplaçait de ville en ville, on avait aussi bien les services de la chambre, enfin des chambres consulaires de manière générale, chambre de commerce, chambre des métiers, chambre d'agriculture, et surtout les partenaires financiers, la DIE, Réunion Active, Réunion Entreprendre, entre autres. Qui sont des structures que la région accompagne, abonde. On parlait des difficultés avec les banques pour obtenir un prêt, mais j'assiste régulièrement au comité d'engagement avec Réunion Active qui statue sur des dossiers aussi bien de la Chambre des métiers que de la Chambre de commerce, qui octroie des prêts bancaires grâce à une garantie que la région apporte. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, et c'est sans jeu de mots. Souvent, quand on entend les gens, ça a l'air d'être simple. Il y a tel dispositif. Et lorsque on se lance dans ce dispositif, on découvre parfois que c'est un vrai... Ce n'est pas simple. C'est même très complexe. Et justement, c'est dans ce sens que la caravane de l'entreprise a été mise en place, et voire même depuis quelques mois maintenant, le guichet unique de la création d'entreprises qui se trouve à la région. C'est vraiment un véritable parcours du combattant, parce que, comme l'a dit l'avocat ici présent, Sainte-Claire, on doit aussi bien se renseigner sur la gestion, sur la fiscalité, sur les conditions de la reprise ou de la création, sur des statuts. J'ai rencontré aujourd'hui même un porteur de projet sur une manifestation qui se déroule aujourd'hui avec les rencontres B2B Réunion Maurice. Ça fait un moment qu'il me parle de son projet, ça fait un moment que je lui demande d'aller voir un tel, et que je l'oriente, son activité va dépendre de la Chambre des métiers, d'aller se renseigner auprès de la Chambre des métiers pour au moins se fixer sur le statut qu'il va adopter. Et ça fait un moment que je lui dis, mais il n'y va jamais. Mais par contre, il continue à parler de son projet jusqu'au jour où quelqu'un d'autre le lui piquera, et ce sera tant pis pour lui. Est-ce que la mise en place d'un guichet unique avec des réponses à toutes les questions que vous pouvez imaginer peut être une solution, sachant que chaque artisan n'est pas confronté au même problème? Enfin, je pense que oui, c'est toujours intéressant que le chef d'entreprise ne soit pas baladé dans différents bureaux. Après, il est important effectivement que la personne qui reçoit puisse avoir un niveau d'information que lorsque le porteur de projet repart, il repart avec, il est venu avec des questions, il repart avec des réponses. Je pense que ça aussi, c'est important. Et c'est pareil on dira pour tout ce qui est
Là, c'est la collectivité régionale, c'est votre collectivité. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut créer une entreprise, s'il veut avoir, ne serait-ce qu'un soutien de la région, comment ça peut se passer? Comme je l'ai dit, on a actuellement un guichet unique qui existe dans le hall de la région et qui permet d'orienter les porteurs de projets, que ce soit en création, que ce soit en reprise, que ce soit en développement, vers les services afférents. Parce que, bon, comme vous le savez, depuis peu, depuis 2014, nous avons récupéré l'autorité de compétence par rapport au fonds FEDER et il reste une queue de programme 2007-2013 et le nouveau programme 2014-2020 fait que, bon, on a cette dualité, on est assis sur deux programmes. Donc, entre l'ancien programme où c'était la préfecture qui instruisait, aujourd'hui la région entièrement, il faut pouvoir donc savoir orienter les porteurs de projets vers les services afférents. La transmission d'entreprise au niveau de la famille, c'est quelque chose de différent. Alors, nous allons voir dans une famille de la rivière Saint-Louis comment se fait actuellement la transmission d'entreprise, cette reprise d'entreprise par deux enfants qui souhaitent reprendre donc l'entreprise créée par leurs parents, leur papa et leur maman. Donc voir et les écouter et voir que finalement, si le problème n'est pas au niveau de la réglementation, il y a quand même un cadre qu'il faut aussi respecter. Ça, c'est le bonbon cravate. C'est l'un de nos produits phares qui se vend beaucoup. Les Réunionnais aiment beaucoup le bonbon cravate. Parce que c'est un bonbon qui est croustillant en même temps caramélisé. Enfin, les produits qui sont le mieux, hein. Il y a les bonbons miel et les bonbons cravates. C'est notre fabrication de tous les jours. Comme on peut voir sur la photo, le bonbon miel, c'est le produit qui sort le mieux. Depuis qu'on a commencé en entreprise individuelle, on a fait cette fabrication. Ensuite, on a élargi notre gamme avec les bonbons montants. Donc ça, c'est le bonbon napolitain. C'est une recette mauricienne avec une confiture de fraises à l'intérieur et un nappage glacé. Le projet est né depuis 1997. On était d'abord une entreprise individuelle. On était moi, mon mari, avec notre fils qui avait quitté le lycée justement pour venir travailler avec nous. Après les études, j'ai suivi mon père au niveau des livraisons au départ, après la fabrication. C'est une belle expérience en fait, on travaille pour nous, bien sûr c'est un peu de la chance je dirais, que nos parents nous lèguent une entreprise, mais c'est à nous derrière de faire tout pour pas le décevoir. On a fait notre temps, on pense. Il y a la nouvelle génération qui arrive. Donc Cédric et Vincent, nos deux garçons, maintenant ils reprennent le suivi de l'entreprise. Donc ça c'est le bonbon manioc façon la route. Donc c'est un bonbon à base de figues de manioc qui normalement est un bonbon à base de route que nous faisons aussi uniquement sur commande. J'ai toujours aidé mes parents en fait depuis tout petit à faire des petits boulots comme ça, mettre des étiquettes, à emballer. Depuis l'âge de 15 ans et puis au fur et à mesure ça m'a plu comme travail et j'ai voulu continuer là-dedans. Alors après mes années lycée, j'ai voulu faire de grandes études pour devenir ingénieur. Donc j'ai fait des classes préparatoires puis une école d'ingénieur et au moment où je devais choisir mon école, il y a une école qui s'était ouverte en agroalimentaire à Saint-Denis. Donc j'ai sauté sur l'occasion justement pour suivre ce cursus-là qui est dans le domaine de l'entreprise de mes parents. Donc mon choix s'est fait à ce moment-là. Et puis quand j'ai fini mes études, je suis venu directement travailler ici et c'est depuis 2012 que je suis venu gérant. Pour moi, les inconvénients de travailler en famille, c'est surtout de changer les mauvaises habitudes, surtout ça, de faire comprendre les choses, qu'il y a toujours des procédures, des normes à respecter. Mais après, c'est un avantage aussi, puisqu'on peut toujours travailler dans la convivialité, puisque c'est mon frère, on s'entend très bien, on travaille main dans la main, c'est pour ça qu'on réussit. Voilà. Aujourd'hui, je ne pourrais pas travailler sans lui, puisque pour moi, c'est mon deuxième homme que j'ai besoin de travailler. Moi, pareil, on se complète, main droite, main gauche, mais c'est grâce à ça surtout que notre entreprise, on est très visionnaire, on a beaucoup de projets pour cette entreprise-là, mais qu'on espère restera familiale. Et jusqu'à quand faut-il que papa et maman restent dans le garage pour vous aider?
Les parents sont toujours essentiels puisqu'il y a derrière toute une expérience, tout un savoir-faire. Voilà, tout un savoir-faire. Surtout mon père, que lui non plus, il n'a pas de diplôme réellement, mais c'est un artisan qui travaille très bien, très confirmé. Très pointilleux aussi. Voilà, surtout. Pour moi, c'est un avantage comme un inconvénient d'être artisan, puisque quand on est gérant et artisan, les horaires, ça se compte pas. Donc moi, mon père, mon frère et surtout ma mère, on travaille, enfin on est à 100% de notre travail. D'arrache-pied pour rester debout. Voilà, rester sur le marché surtout. Malgré les difficultés. Donc ça, c'est le bonbon safran. C'est un bonbon longtemps qu'on est les seuls à faire sur l'île quasiment. Et c'est un bonbon qui nous fait un peu rappeler le pâté créole. Alors moi, ma perspective, c'est toujours essayer de développer, diversifier un peu nos produits, toujours en restant dans la tradition des bonbons longtemps. Tout ce qui dit les bonbons que les Réunionnais ont toujours connus quand ils étaient enfants, et toujours avec cet aspect de qualité, puisqu'on est artisan, c'est un travail c'est du travail comme tout artisan, et nous on joue sur cet aspect de la qualité des produits. Nous faisons aussi le mini bonbon cravate, tout ce qui dit pour les traiteurs, pour les hôtels et pour les réceptions. Alors, vous voyez, là, c'est une transmission familiale. Est-ce qu'il y a des règles à respecter, maître ? Vous parlez de la... Alors, finalement... juste avant de poursuivre, dire s'il y a des artisans qui souhaitent poser des questions en direct à maître Jean-Claude Sinclair, de le faire maintenant. Nous ouvrons le standard pour un quart d'heure, pour 3 questions. Au moins pour montrer que l'avocat est là pour répondre à vos questions. Donc, si vous voulez donc appeler donc au 0262 566 566 02 566 566. Donc, pour poser une question en direct à maître Jean-Claude Sinclair. Alors, je reviens à vous sur les règles. Alors, ce cas est intéressant puisqu'en fait, d'abord, c'est une réussite, ce qui n'est pas facile, forcément. Parce que déjà, il faut bien s'entendre, on va dire, dans une famille, et ça n'est pas non plus forcément évident. Et c'est un cas qui est intéressant parce qu'en fait, on assiste à un apprentissage intégré dans un milieu familial, parce que le gamin, il faisait des études d'ingénieur, finalement, il a appris le métier avec son papa, et il n'y a pas de confrontation, parce que le problème de travail en famille, je ne parle même pas de la transmission après de l'entreprise, le problème, c'est que c'est les méthodes. Des méthodes qui ont évolué et parfois, on va dire les personnes, les parents qui sont un peu plus âgés, sont ancrés sur des certitudes qui ne sont plus parce que ça marche, parce que ça a marché, voilà, parce que ça a marché. Mais maintenant, tout le monde sait autour de cette table que avec les révolutions qu'on nous inflige, je dis volontairement, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que alors qu'il n'y a que des jeunes autour de cette table, tout le monde le sait. C'est voilà, des fois ça peut créer des tensions. Par contre là c'est l'harmonie, c'est tant mieux parce que au fait le savoir s'est transmis de père en fils et il l'a dit plusieurs fois, on fait des bonbons safran. J'en ai jamais mangé moi des bonbons safran, mais des rouroutes oui. Donc du coup c'est pas inintéressant puisqu'ils sont les seuls à en faire. Donc le savoir se transmet et c'est aussi un savoir qui est lié à la région et ça c'est important. C'est bien, c'est une bonne transmission, mais c'est pas forcément le plus facile et le plus courant, on va dire. Écoutez, moi je vais vous dire, on n'est pas dans le même métier. Ça, c'est le métier de la bouche. Nous, c'est le métier du bâtiment, c'est un peu plus complexe. Oui. Parce que... Même dans le cadre de transmission d'entreprise familiale ? Oui, pardon ? Même dans le cadre de transmission ? Même dans le cadre de transmission familiale, comme disait le bâtonnier, déjà, si on n'y va pas vers la gestion, c'est encore assez difficile, parce que bon, la pratique c'est bien, mais après il y a tout un cursus derrière. Mais moi je dis déjà aujourd'hui, dans le bâtiment, trouver des repreneurs, c'est pas évident, surtout familial. Ceux qui l'ont trouvé, je dis tant mieux, c'est une bonne chose. C'est pour ça que j'avais discuté avec le président de la Chambre des métiers pour qu'on puisse justement avoir ces transmissions et ne pas laisser une entreprise qui est viable. Parce qu'il y a des entreprises qui sont viables. Et comme disait le bâtonnier, il y a tellement d'évolutions, de changements, qu'aujourd'hui, il existe aussi la formation pour un jeune qui a un bac plus 3 ou bac plus 4. En tant qu'ingénieur dans le BTP, moi je trouve que c'est bien, c'est une bonne chose, parce que ça va permettre à ces jeunes qui sont en alternance avec le chef d'entreprise pour pouvoir éventuellement reprendre. Il y en a qui sont aussi des fils, justement,
de l'entreprise, moi je trouve que c'est une bonne chose. Alors, on va prendre le premier appel donc de la soirée. Allô, bonsoir. Allô. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Quelle est votre question? Moi, je trouve que sur le plateau, on n'insiste pas assez sur les contraintes réglementaires, sur le poids administratif qui pèse sur les entreprises. Et là, il y a un gros problème de fond. Quand vous voulez traiter le problème, vous n'avez pas d'interlocuteur. On vous dit, c'est écrit dans un texte. Voilà, c'est comme ça. Et démerdez-vous. D'accord. Ça, c'est votre question, alors? Tout à fait. C'est le manque de soutien au niveau des démarches administratives. Poids réglementaire, et surtout, vous n'avez pas d'interlocuteur quand vous voulez soulever un problème et que vous voulez résoudre ce problème-là. Il faut aller dans un tribunal administratif, c'est compliqué, c'est cher, ça demande du temps et de l'argent. L'entrepreneur n'a pas le temps de faire ça. Un TPE ne peut pas faire ça. D'accord. Donc il est démuni. Et le fonctionnaire lui dit, voilà, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Merci pour votre question et merci pour votre intervention, monsieur. Bonne soirée à vous. Maître, la question du monsieur, encore une fois, se retrouver face à quelque chose qui semble insurmontable. Voilà, je pense que vous reformulez parce que c'est vrai que ce monsieur critique surtout l'administration. Oui. Mais aussi les textes parfois qui sont très, qui sont psychorigides, qu'on ne peut pas bouger. Des textes qui sont hermétiques, mais bon, qui existent. Je veux dire, on ne va pas modifier la loi au gré des uns et des autres. C'est vrai que c'est compliqué quelque part. C'est vrai que et c'est là que la Chambre des métiers joue tout son rôle, je dirais, ainsi d'ailleurs que la région à travers ce que nous a dit Madame, puisque tout le monde sait qu'il y a un dédale administratif qui est très difficile en France. C'est ça le parcours du combattant, tellement difficile qu'on parle de réforme. J'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, puisque le président Hollande veut simplifier la vie des Français, tant mieux. On verra s'il y arrivera, mais on sait qu'en France, c'est le problème, c'est l'administration. Je ne dis pas, parce que je ne veux pas me mettre à dos toute l'administration des DOM plus celle de métropole, ça ferait beaucoup. Les gens sont très compétents, mais c'est qu'il y a une multiplicité de textes qui font que, au final, c'est très hermétique. Et c'est vrai que pour le justiciable qui s'adresse à l'administration, il ne comprend pas forcément. Et d'ailleurs, c'est plusieurs personnes qui lui expliquent chacun un petit bout, parce que c'est très cloisonné. D'où l'intérêt du guichet unique dont vous parliez tout à l'heure, qui est à l'étude d'ailleurs aussi pour les professions judiciaires. Voilà. Maintenant, c'est vrai que le tribunal administratif, c'est compliqué. Ça reste un tribunal. Bon, c'est, je veux dire, faire du pain pour quelqu'un qui ne sait pas le faire, c'est compliqué. Faire un mur, on parlait du bâtiment, ça reste quelque chose, pour moi en tout cas, c'est très compliqué. J'ai jamais réussi, ce monsieur certainement non plus. Donc après, il y a des spécificités et il y a des spécialisations. Chacun, c'est un métier, je dirais. Mais c'est vrai que l'abord du problème, eh bien, la Chambre des métiers s'en occupe avec son guichet unique et ces personnes qui sont capables de diriger, ainsi que la région. Voilà, il faut le prendre comme ça. Et c'est vrai que peut-être ce monsieur a eu une mauvaise expérience, mais ce que je viens d'entendre autour de la table laisse espérer, en tout cas, qu'on va dans le bon sens. Voilà. Toujours sur la réglementation. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas la loi ou le droit, oui, qui aura fait, ça passé par la filière professionnelle, oui, qui a besoin d'informations aujourd'hui, comment l'amener à faire tomber ces idées préconçues ou ces préjugés et se dire que l'avocat qui va aller rencontrer, oui, c'est quelqu'un qui est là, qui est prêt à lui apporter des réponses. Alors, c'est ce que nous faisons en nous rapprochant des chambres. Par exemple, le 19 et le 25, il y a 2 jours. Oui. Comment allez-vous expliquer aux artisans que oui, vous êtes un partenaire finalement? Eh bien, c'est expliqué au travers de la publicité. D'ailleurs, il y a une campagne qui va être mise en place à laquelle Monsieur Ricardo, le président de la Chambre des métiers, nous a invités à participer très gentiment. Et je ne me suis pas opposé. Donc, c'est des campagnes de communication. Et lors de ces séances, eh bien, il est prévu des interventions. On l'avait fait la première fois. Il y a eu des interventions de notaires, chacun dans son domaine, d'huissiers, d'experts comptables, d'avocats. Donc, on est dans ce système. On ne peut pas, si vous voulez, on va vers les gens. Il faut que les gens aient la démarche de venir vers nous aussi. Et c'est ce que nous faisons au travers des réunions que nous préparons à la Chambre des métiers.
Oui, je pense que c'est surtout ça qu'il faut dire à nos chefs d'entreprise aujourd'hui. On voit, nous, souvent, des entreprises qui viennent nous voir, des artisans qui viennent nous voir, ou, comme Maître Sinclair a précisé tout à l'heure, c'est un peu tard dans le sens où l'affaire est déjà engagée. Le but pour nous, c'est vraiment travailler bien en amont, que le chef d'entreprise sait qu'il y a une permanence à la chambre de métier, il peut venir rencontrer son avocat, il peut discuter avec son avocat, il peut parler de ses projets, et là, il a un conseil en amont. C'est-à-dire qu'avant de prendre la décision, on lui donne la bonne réponse. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui, le bon conseil qu'on doit donner aux chefs d'entreprise. Il nous reste 10 minutes avant la fin de l'émission. Franck Legros, est-ce qu'un artisan qui est toujours sur le chantier, parfois dès 6 h du matin, qui sort parfois à 18-19 h, est-ce qu'il a le temps justement de penser à la papasserie administrative, de dire je vais quitter le chantier, je vais aller, alors qu'on est dans un contexte économique contraint, très difficile parfois, et comment trouver le temps, comment ne pas avoir peur de dire on quitte son chantier, on va aller voir la personne dont on a besoin, que ce soit l'expert comptable, l'avocat ou quelqu'un de l'administration. Alors moi je dirais une petite entreprise, si on n'est pas structuré, et c'est que si l'artisan a la tête dans le guidon, la plupart du temps, il oublie les parties administratives. Quand il y a quelque chose à payer, il met sur le côté, etc., et ça s'accumule, et c'est là qu'arrive vraiment le gros problème. Moi je dis, il y a des artisans qui ont la chance d'avoir leur compagne avec eux, qui ont été formés en comptabilité, et qui a donné la possibilité à cette entreprise de grandir. Et je dirais aussi qu'il ne faut pas négliger tout ce qui dit administratif, parce que c'est quand même assez important. Toutefois, il y a encore on va dire, le schéma, le comportement de l'artisan, qui, lui, c'est d'être sur le chantier, de faire le boulot. C'est très, enfin, j'allais dire, c'est peut-être très simpliste de ma part de dire ça. On fait le boulot, on est payé, on fait le boulot, on est payé. Alors, je vais vous donner juste un petit exemple. La plupart des chefs d'entreprise, ce sont des anciens salariés qui travaillaient bien, qui vraiment ont leurs 10 doigts, d'accord, pour pouvoir vraiment créer des choses dans le bâtiment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils se sont mis chefs d'entreprise. Mais après, si on ne va pas derrière se former, déjà, savoir un peu de la comptabilité, essayer de se structurer, automatiquement, ce chef d'entreprise ne pourra pas tout faire. Donc, il faut, moi je dis, si on n'est pas structuré, automatiquement, l'entreprise va fermer parce qu'il n'ira pas loin. On est bien dans un schéma de comportement, c'est-à-dire qu'on ne sort pas de salariés, on ne devient pas chef d'entreprise comme ça du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait une transmission, même dans le comportement. Exactement. Le Patricia Robert, vous vouliez dire? Une évolution est nécessaire. C'est vrai, comme dirait Franck, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont la tête dans le guidon parce que leur seul but, c'est de produire et délaissent cette partie administrative et par conséquent se retrouvent. Mais parfois, il est peut-être préférable de perdre une demi-journée pour aller consulter les services qu'offrent les chambres et avoir des renseignements. Cette demi-journée de perdu peut faire gagner par la suite, voire même un mois de travail. Si vous passez 3 jours au moins à appréhender la gestion d'une entreprise, c'est 3 jours de perdu peut-être pour l'instant, mais c'est quelques semaines de gagner par la suite et l'entreprise ne peut que prospérer parce qu'on a tous les éléments en main pour pouvoir avancer du moins. On en revient à ce guichet unique aujourd'hui, Président. Est-ce qu'avec, par exemple, la région, est-ce qu'on peut avoir les moyens, je veux dire, qu'il y ait un guichet et qui répond, allez, ne serait-ce que peut-être pas dans les 2 mois, comme vient de dire le Président dans la simplification de l'administration, mais de répondre ne serait-ce qu'en quelques jours, voire en une semaine, apporter une réponse à ceux qui ont besoin de cette réponse. Et surtout, généralement, comme l'a dit tout à l'heure Maître Sinclair, c'est que généralement, quand ils viennent, c'est qu'ils sont déjà dans la difficulté, dans le rouge. C'est vrai, effectivement, il faudrait qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait plus de lisibilité pour le chef d'entreprise. Il y a tous les outils aujourd'hui, il y a tous les outils. Sauf c'est vrai que c'est un parcours de combattant. C'est pas facile pour celui qui a créé son entreprise, qui doit produire, qui doit faire entrer l'argent pour payer les salariés, pour faire son propre salaire. C'est pas évident pour lui, quelque part, d'aller taper à toutes les portes pour savoir tous les aides qu'il peut avoir, tous les accompagnements qu'il peut avoir. Donc, c'est pour ça que nous essayons d'informer au mieux ces entreprises en leur disant ne restez pas le nez dans le guidon, levez la tête, être chef d'entreprise, c'est connaître son métier, mais c'est aussi de savoir gérer. Et donc gérer, c'est savoir aussi s'informer. Et sur cette démarche que vous mettez en place à Chambre des métiers, c'est-à-dire mettre les avocats à la disposition des artisans, Franck Legros, comment
diriger les artisans vers les professionnels de la réglementation? Écoutez, le partenariat CAPEB, Chambre des métiers, ça fonctionne très bien. Moi, je dis, par les organisations professionnelles, les chefs d'entreprise peuvent être aiguillés justement vers justement ces organismes qui vont leur donner des conseils. Et je dis souvent aux artisans, quand vous restez dans votre coin et vous ne communiquez pas, vous vous enfermez vous-même. Donc moi, je dis aux artisans, il y a des organisations professionnelles, il faut venir justement adhérer à ça. Et de là, c'est à nous, organisations professionnelles, de diriger ces chefs d'entreprise. Monsieur Herbert, vous voulez intervenir? Oui, je rebondis sur ce que dit Franck Legros. On a, d'ailleurs, dernièrement initié une demande que vous avez formulée pour communiquer auprès des adhérents de la CAPEB. C'est aujourd'hui aussi un volet que la région finance aux regroupements d'entreprises, aux organisations professionnelles, afin d'informer au mieux leurs adhérents. La demande que vous avez faite concerne la sécurité dans le travail. On a répondu favorablement. Donc, c'est aussi au président de l'association de jouer un rôle. La Chambre joue un rôle qui est déjà très fort, hein, très avancé, mais les organisations professionnelles, les syndicats aussi jouent ce rôle-là. Je voudrais aussi terminer en disant terminer sur ce volet du moins, la caravane de l'entreprise, c'est le 20 novembre sur la possession, là aussi, donc avec un plateau de tous les partenaires qui seront présents, qui pourront répondre. Et le guichet unique a été créé dans ce sens, dans la mesure où on essaie de répondre à la demande des porteurs de projets dans les 2 mois qui suivent. Donc ça, c'est un objectif qu'on s'est fixé qui permet de répondre rapidement aux besoins des entreprises. Il nous reste 4 minutes. On va essayer rapidement de terminer là-dessus, de conclure. Donc de rappeler d'abord que les réponses, c'est le 19 et le 25 novembre. Le 19 à Saint-Denis de la Réunion, donc l'intervention d'un avocat sur la transmission d'entreprise. Et je voulais ajouter qu'il y a une permanence des avocats gratuite qui a été mise en place à la Chambre des métiers. Donc je veux dire, on ne peut pas faire plus. À un moment donné, vous savez, aide-toi, le ciel t'aidera. Et nous avons aussi... Je termine, excusez-moi, je ne vais pas monopoliser le... Mais vous savez, les avocats sont bavards, sinon je serais président de la Chambre des métiers. Bon. Nous tenons des permanences aussi gratuites dans les maisons de justice. Où il suffit de s'inscrire en fonction du quartier dans lequel on est. Il y a des permanences gratuites d'avocats. Voilà, tout n'est pas gratuit tout le temps chez les avocats. Mais enfin, on fait le maximum. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire aussi sa part du chemin. Hein, juste avant de terminer, on va dire un mot sur le trophée régional. Donc, la récompense pour certains artisans dans certains secteurs d'activité que vous pilotez apparemment. Vous portez juste demander donc à la régie de nous envoyer le trophée régional, voir les produits qui sont déjà que vous allez pouvoir voir. Et c'est Robert de nous dire qu'est-ce que c'est le trophée régional. Le trophée régional des arts et métiers, c'est un trophée qui s'adresse aux artisans des métiers d'art, qui produisent des objets, comme vous voyez, qui représentent un petit peu la Réunion, les savoir-faire réunionnais, des objets artisanaux touristiques. Ce trophée a été mis en place depuis 2011, bien avant, il est repris 2012 à la région. C'est la Chambre des métiers qui s'engage à organiser le trophée. Cette année, on a voulu le coupler au salon Made in Femmes. Hein. Bon, ce ne sont pas que des femmes qui ont réalisé les objets que vous voyez, qui sont, à ma foi, très, très jolis, très divers et variés. Et donc le but, c'est que la population, les visiteurs, aient pu voter sur 2 catégories. La catégorie espoir, il y en avait, je crois, 8, et la catégorie professionnelle, c'est-à-dire les gens qui sont inscrits au répertoire des métiers à la chambre des métiers. Donc là, tout a été utilisé, le bois, le basalte. Les résultats de ce concours, ce sera le résultat sera prévu le 7 décembre lors de la remise du trophée et de la récompense sera faite le 7 décembre lors du salon du tourisme, parce que l'artisanat, comme vous le savez, est couplé bien sûr au touriste. Un touriste qui vient à La Réunion, c'est pour ramener quelque chose de La Réunion et non pas quelque chose qui vient d'ailleurs, et c'est pourquoi je me bats depuis 2010. On doit vendre de La Réunion
Et un touriste ne peut pas repartir avec un objet de Bali ou d'ailleurs. Hein, oh, je pense qu'il en rester 2 minutes, pas plus. Alors d'abord, un mot sur l'artisanat. Je me suis trompé. On avait deux affiches qu'on devait passer. Alors est-ce qu'on les a? Non, on ne les a pas. Donc c'était pour rappeler qu'on avait reporté, Monsieur le Président, si vous vous souvenez, du 15 novembre au 15 décembre. Est-ce que vous vous souvenez de quoi il s'agit? Juste dire que la campagne d'apprentissage, comme tous les ans, a été repoussée au 15 décembre, ce qui va permettre à l'ensemble des opérateurs d'apprentissage, et particulièrement le champ de métier, de faire le plein de nos sections. Juste pour rappeler que nous sommes à 94% de remplissage. Donc je pense que d'ici là, on aura largement dépassé nos objectifs. Et tant mieux pour nos jeunes et pour nos entreprises. Oui. Un partenariat aussi a été mis en place et Bernard Picardeau nous confortera dans cela. On a pu négocier grâce à la PCMA et les différents chambres des métiers des contrats d'apprentissage aussi sur des secteurs différents et variés en métropole, le Nord-Pas-de-Calais et Val d'Oise. Au total 1150 contrats à peu près d'apprentissage, comme je l'ai dit, sur des secteurs divers et variés. Donc on est en attente de candidatures pour des jeunes motivés qui veulent partir en métropole. Je suis désolé de vous dire que nous sommes arrivés à la fin de l'émission, donc l'émission se termine. D'abord, donc rappeler que nous avions comme invité donc Bernard Picardeau, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Franck Legros, président de la CAPEB et je vais essayer de dire de Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, de Patricia Robert, donc conseillère régionale déléguée à l'artisanat, et Jean-Claude Sinclair, avocat et bâtonnier du Haut-Barreau de Saint-Denis. Merci à vous pour votre éclairage et on va voir comment ça va se poursuivre. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la réalisation, à Fabrice Ivanoé et à son équipe. Merci au service communication de la Chambre des métiers. Merci à Elodie pour les images. Rendez-vous dans 15 jours pour l'émission Cause. Il sera question d'énergie. Continuez bien votre soirée sur Télé Créole. Bonsoir chez vous.